Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Un grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. Nous allons explorer les maladies infectieuses avec le grand professeur, la grande professeure Laila Hakima Himish. Merci beaucoup, madame, d'être présente dans cette émission aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, professeur Ali Belmarlouf, grand professeur. Alors, effectivement, le principe de l'émission, c'est qu'on puisse incarner la science et que quand on parle des maladies infectieuses, effectivement, à l'hôpital Ibn Rushd, où vous avez fait votre carrière, on pense à vous. Mais avant de parler de votre carrière, d'abord votre motivation, vos études. Comment tout cela s'est passé ? Alors, la motivation, si je vous disais que j'ai toujours eu envie d'être médecin, je mentirais. Vraiment. En fait, pourquoi la médecine ? La jeune Mknessi venant d'un milieu traditionnel que j'étais voulait un métier d'homme pour s'émanciper. Parce que j'ai toujours été féministe, aussi loin que remontent mes souvenirs. Et dans la famille, on me disait, mais ça serait bien que tu sois enseignante, ça serait bien que tu sois pharmacienne d'officine pour pouvoir t'occuper de ton mari, de ta famille, de ta maison. Eh bien non, je voulais un métier qui, à l'époque, maintenant il s'est énormément féminisé, était plutôt un métier masculin. Et en tout cas, cela signifiait faire une carrière prenante plutôt que d'être enseignante. Donc la motivation, elle est venue après. Je comprends. Et elle est bien sûr, elle a été très, très, très forte. Elle a pu du besoin d'émancipation. J'ai adoré ce métier et je me suis donnée à ce métier corps et âme. Ah oui, tout le monde le sait et tous ceux qui ont suivi votre parcours. Et précisément, donc, cela vous mène de Meknès vers quel premier point d'arrivée ? Bien sûr, je voulais tout de suite partir en France. Pas dans ce souci à l'époque, oui, d'émancipation, de féminisme. Walid Allah yarhamou a hésité d'abord. Donc, première année à Rabat. Magnifique. Excellent souvenir. C'est l'ancienne faculté de médecine qui est en plein centre-ville. Oui. Nous étions une centaine d'étudiants. Grande proximité avec les enseignants. Et donc, vraiment une très belle année. Mais dès que j'ai pu convaincre mon père, je suis partie en France, d'abord à Nancy, 2 ans, d'accord. Puis mai 68. Ah. Et là, comme disent les Français, je monte à Paris. Oui. Parce que c'est là que ça se passait. Je monte à Paris, je suis sur les barricades, je suis tout cela à la Maison du Maroc. Et vraiment... c'était un espoir extraordinaire. Ça n'a pas été une révolution, mais on a cru que vraiment. Mais ça a été une révolution sociale quand même, même si ça n'a pas été une révolution politique. C'est un moment extraordinaire. Et dans la foulée de mai 68, j'ai milité. J'ai milité au PLS, l'ancêtre de l'actuel PPS. C'est succédé au Parti communiste marocain. J'ai fait la scission. J'ai été à El Hammam avant de me consacrer presque exclusivement à la médecine. La médecine, donc la spécialité, ce sont les maladies infectieuses. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc la médecine, d'abord, sous sa forme générale. D'abord, les études de médecine à Cochin-Port-Royal. Oui. Et puis, une étape très importante, l'internat des hôpitaux de Paris. L'internat des hôpitaux de Paris, c'est... l'élite de l'élite, concours très difficile. Très difficile à l'époque. Les conditions... Aujourd'hui, tout le monde est interne, mais c'était pas la même chose. Pas du tout. C'était les conditions d'une préparation de prépa, alors qu'on était déjà adulte. Mais c'était la porte ouverte pour une carrière hospitalo-universitaire. C'est cela. 2 ans de préparation. Je le passe en même temps qu'une grande amie, feu Mia Balafaj, la fille de Sehmed Balafaj. Et on a été les 2 premières marocaines à réussir ce concours. Magnifique. Avant nous, il y a eu 4 ou 5 Marocains, pas plus. Et donc, vraiment, la voie royale. La voie royale pour... Encore pour quelques années, c'est cela ? 4 ans. 4 ans l'internat. D'internat. Et c'est là que la spécialité se fait ?
Et c'est là qu'on commence la spécialité, puisque avec l'internat, on choisit différents services. Les maladies infectieuses, c'est aussi la réanimation, Oui. c'est aussi la médecine interne, c'est aussi donc voilà plusieurs grands services où, puisque c'est notre sujet, où dès le premier semestre j'ai été initiée, j'ai participé à des projets de recherche. Oui, c'est cela. Donc c'est là l'initiation à la carrière hospitalo-universitaire, à la recherche. Comment vous expliquez que pendant longtemps, pendant ces 20 dernières années, dans les pays du Nord, moins que dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, on a un peu mis de côté ces maladies infectieuses en pensant qu'il y avait, comment dirais-je, que c'était surtout un problème endémique des pays du Sud. Et puis la Covid est venue réanimer tout cela. Et maintenant, les maladies infectieuses, en raison de cette pandémie, enfin c'est un peu, vous allez peut-être relativiser mon propos, c'est ainsi que je le vois. Maintenant, les maladies infectieuses sont véritablement remises à l'honneur, si je puis dire, pour des études qui sont menées partout et au-delà de la Covid, avec les changements précisément climatiques, les zoonoses, les maladies qui viennent des animaux. Donc, véritablement, j'ai l'impression que quand même, il y a eu comme une mise en sourdine quelque temps et que maintenant, eh bien non, il faut véritablement les prendre à bras-le-corps, si je puis dire. Alors, malgré cette mise en sourdine relative, relative, il y a de grands noms de maladies infectieuses en France, oui. bien sûr. Et en fait, c'est avant le Covid, il y a eu le sida. Oui. C'est une maladie émergente. Oui. C'est une maladie émergente qui a été un véritable séisme, qui aujourd'hui est pratiquement contrôlé en France, même s'il y a encore des nouveaux cas, en France et en Occident. Elle demeure, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, elle persiste beaucoup dans les pays du Sud, mais c'est le sida qui a été la première maladie émergente, car c'en est une. Oui. Car c'en est une. Oui. Mais bien sûr, le sida ne touchait pas tout le monde. Le sida n'a pas imposé d'être enfermé à la maison, d'avoir cette crainte généralisée. Ça ne touchait que certaines populations. Le Covid, bien sûr, a rappelé aux Occidentaux que les maladies infectieuses sont là. Que malheureusement, on n'est pas à la dernière maladie émergente. Oui. Il y a, en plus du sida, il y a Ebola. Oui. Dans les pays africains seulement, il y a le SARS. Oui. Il y a vraiment plusieurs maladies émergentes. Et malheureusement, ce ne sont pas les dernières. Donc maintenant, tout le monde le sait. Et tout le monde sait qu'il faut se préparer à ces épidémies qui émergent. Pourquoi ? Parce que nous avons bouleversé l'environnement. L'homme a déforesté énormément. L'homme a poussé les animaux, qui sont le réservoir de ces virus émergents, à être en plus grande proximité avec l'homme. Les hommes vivent non pas dans des villages où ils sont pas très nombreux. Dispersés. Ils sont dans les villes, ils sont avec une grande promiscuité. Et donc, quand une épidémie apparaît, alors qu'avant elle restait limitée, maintenant elle s'étend très vite et ensuite elle s'étend dans les autres pays. En raison aussi de la mobilité de l'humanité, mais vous avez souligné cet enjeu environnemental très important de la déforestation, qui malheureusement, effectivement, fait des ravages. Donc, effectivement, pour toutes ces raisons conjuguées, les maladies infectieuses sont au premier niveau. Alors, maintenant, on va peut-être explorer votre domaine de recherche en particulier. Avant l'émergence du sida dans les années 80-90, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'antibiothérapie. Est-ce que vous pouvez précisément souligner pour nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, ce qu'a été pour vous ce premier domaine d'investigation médicale ? Alors, ce premier domaine s'est imposé à moi parce que quand je suis rentrée à Casablanca, il était évident pour moi que je serais à l'hôpital. C'est-à-dire, pas un instant, j'ai pensé que je ferais de la médecine privée. Et donc, j'étais en maladie infectieuse, spécialité qui n'existait pas dans notre pays.
ni au CHU de Casablanca, ni au CHU de Rabat. À l'époque, nous n'en avions que 2. Et il a fallu ouvrir le premier service de maladies infectieuses dans des conditions mais dramatiques, dans une grande salle commune qui servait de service de pédiatrie, désaffecté. Dire vraiment, à l'hôpital Ibn Rushd. CHU, je rappelle, centre hospitalo-universitaire. Merci. Et puis, il a fallu créer cette spécialité parce qu'elle n'existait pas. Et à ce jour... C'est un magnifique défi que vous avez relevé. Vraiment, c'est un magnifique défi. À ce jour, au CHU au CHU de Rabat, il n'y a pas de maladie infectieuse. Elle est pratiquée dans la médecine interne, mais pas de maladie infectieuse. Dispersée dans les autres départements. Et il a fallu se battre vraiment pour la créer. Donc, qui dit maladie infectieuse, bien sûr, les virus, on n'a pas de traitement, mais les bactéries, heureusement, on a l'antibiothérapie. Il a fallu donc l'enseigner et essayer d'inculquer aux étudiants la notion que les antibiotiques ne doivent pas être prescrits n'importe comment. Parce que leur nombre... Il faut le dire et le répéter. Oui, leur nombre n'est pas illimité. Et en les pratiquant, en les prescrivant à tort et à travers, nous les épuisons, les germes deviennent résistants. Et il faut leur efficacité diminue. Diminue complètement, ou elle est nulle. Et il faut passer à des antibiotiques de plus en plus chers, et puis des fois même des germes résistants à tout. Vous savez, même la tuberculose. La tuberculose, le germe, le BK, responsable de la tuberculose, a été sensible aux antituberculeux de base pendant des décennies et des décennies. Depuis plusieurs années, il y a l'émergence de germes multirésistants dans de nombreux pays et au Maroc aussi. Je vous donne un exemple que nos téléspectateurs peuvent très bien comprendre. Quand je suis arrivée au centre hospitalo-universitaire de Casablanca, on avait essentiellement la vieille bonne pénicilline. Eh bien, à cette époque, on pouvait traiter un très grand nombre d'infections, des pneumonies sévères à pneumocoque, avec la pénicilline, qui coûtait rien du tout. Maintenant, ça y est, il a fallu passer à une antibiothérapie plus chère, beaucoup plus, avec un spectre beaucoup plus large. Voilà. Donc, vraiment, c'était un défi. C'est ça. Je n'y suis pas vraiment arrivée parce que en 3e année, on en prend l'antibiothérapie, un petit rappel en 5e année, et puis après. Et après, il y a d'autres réflexes. Et dans le monde entier, malheureusement. C'est cela. Donc, tout de même, cette antibiothérapie a été pour vous le moyen d'installer véritablement ce centre à l'hôpital Ibn Rushd. Je sais qu'il y a quelqu'un que vous voulez évoquer, paix à sa mémoire, le professeur Abdelrahim Harouchi, pour notamment l'expérience pédagogique que vous avez menée ensemble. Je vous laisse nous en dire plus. Oui, vraiment. Vraiment, il nous a quittés trop tôt, professeur Harouchi. Professeur Harouchi a été doyen de notre faculté de 1986 à 92, avant de connaître une destinée nationale, en étant ministre, oui. Notamment. Hein. Et Abdelrahim était chirurgien. A priori, la pédagogie, c'est pas la première préoccupation de nos amis chirurgiens. Pour eux, la préoccupation, c'est de bien opérer. Eh bien, Abdelrahim, doyen, a dit, écoutez, moi, j'estime que savoir enseigner n'est pas inné. Hein, que la pédagogie, ça s'apprend. Hein. Et avec quelques enseignants, avec professeur Moussaoui, avec professeur Ben Chemsi Allah Yarhama, avec moi, eh bien, il a vraiment réformé l'enseignement. Il a sollicité des collègues français experts en pédagogie
qui sont venus nous former lors de séminaires dont on garde un souvenir extraordinaire. Hein. Ils nous emmenaient à Marrakech faire les séminaires pour les Comme une séminaires. formation continue. Absolument. Mais c'était plus qu'une formation continue. Vous savez, on n'apprend pas tellement à enseigner dans les facultés de médecine. Hein. Et donc, ces experts nous ont appris à enseigner, nous ont inculqué de nouvelles méthodes, des méthodes participatives, des méthodes qui nous permettaient d'impliquer les étudiants, qui ont renforcé l'estime entre l'enseignant et l'étudiant, qui ont instauré une sorte de démocratie dans l'enseignement. Et Abdellah, 3 ou 4 livres de pédagogie. Il est devenu Apprendre à apprendre. Voilà. Et pour les étudiants. Qui est un titre, comment dirais-je, n'est pas d'emblée clair, mais qui interpelle. Est-ce qu'il faut apprendre à apprendre? Parce qu'effectivement, spontanément, comme vous l'avez dit, la pédagogie est loin d'être innée. Et c'est un savoir-faire et qui est un savoir-transmettre, tout à fait. Mais je reviendrai sur apprendre à apprendre. Vous avez très bien fait de rappeler le titre de son principal livre, parce que les étudiants, on parlait de l'antibiothérapie tout à l'heure, l'étudiant apprend beaucoup de choses à la faculté. Et puis à un moment, il est livré à lui-même. Il faut que cet étudiant, en quittant la faculté, soit capable, lorsqu'il a un problème nouveau, d'aller chercher la documentation. Et puis même, la médecine évolue. Il faut qu'on lui apprenne, qu'on lui donne le désir de se maintenir au courant, de continuer à apprendre pendant toute sa carrière. Et ça, c'est vraiment capital. Le rapport à la documentation dans toutes les disciplines est très important. Sinon, on ne forme que des techniciens. Et il faut précisément avoir tout le contexte de la recherche continue qui révolutionne chaque jour une pratique. J'en viens maintenant à la seconde grande spécialité qui vous a fait connaître et qui vous a pris la grande partie de votre carrière. C'est bien sûr la lutte contre cette maladie que vous avez évoquée tout à l'heure, le sida. Et tout le travail que vous avez fait autour, alors en particulier l'observance des antirétroviraux. Alors justement, l'observance, c'est-à-dire le traitement, comment il est suivi, assimilé par les patients. Alors là, précisément, vous avez mené un travail extraordinaire pour justement améliorer la qualité de cette observance. Alors, si vous permettez, avant d'arriver à l'observance, comment je suis tombée dans le sida. Le sida a émergé les premiers cas ont été diagnostiqués aux États-Unis, puis ensuite dans d'autres pays européens, alors que c'est une infection qui existait depuis déjà une vingtaine d'années dans des pays africains. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et dans notre pays, alors moi, dès que j'ai entendu parler du premier cas à San Francisco, bien sûr, je lisais tout ce qui se publiait là-dessus et je me suis mise à chercher ce premier cas, car il n'y avait aucune raison qu'on y échappe. Il n'y a pas de raison. Nous sommes un pays ouvert, nous avons énormément de relations avec d'autres pays. C'est le principe des maladies infectieuses. Absolument. Et c'est à la clinique de la CNSS à Casablanca, dans une clinique de la CNSS, que j'ai diagnostiqué le premier cas de sida chez une personne qui a été transfusée en France. Un monsieur qui s'est fait opérer en France, qui a été transfusé. Et nous reviendrons sûrement à lui lorsque nous aborderons le problème de la stigmatisation, de la discrimination. Donc, effectivement, me voilà plongée dans le sida qui va devenir mon principal centre d'intérêt, bien sûr. Nous avons continué dans le service à traiter toutes les autres infections. Mais effectivement, avec le premier diagnostic, et puis en 88, la création de la LCS,
Me voilà complètement Alors il embarquée. faut préciser l'acronyme. Association de lutte contre le sida. Voilà, Merci. Association de Voilà, lutte contre le créée en sida. 88. Et c'est ce qui est notoire, c'est que pour cette maladie-là, les patients ont fait beaucoup pour la recherche elle-même. C'est-à-dire que les patients ont fait pression sur les décideurs politiques à travers le monde pour qu'il y ait véritablement un budget alloué et pour que les recherches soient avancées. Et qu'on arrête cette idée selon laquelle le patient ne comprend pas et on lui administre les médicaments. C'est ces associations, et la vôtre est l'une d'entre elles, qui a véritablement fait pression pour qu'on l'on arrive à ces rétroviraux, c'est-à-dire à ce traitement médical qui a permis de transformer la maladie qui était mortelle en une maladie chronique. Non transmissible. Non transmissible, Mais on très revient important. à l'observance, oui. très importante, effectivement. On disait tout à l'heure que l'antibiothérapie doit être bien choisie, oui. bien prescrite, selon un protocole bien défini, adapté, pour ne pas développer des résistances. Avec le traitement antiviral qu'on prescrit dans l'infection à VIH, c'est encore 1000 fois plus important. Pour qu'on arrive à cette situation où le patient a une charge virale négative, je m'explique, où non pas le virus a complètement disparu de son organisme, il reste dans des ganglions lymphatiques, il reste caché, mais il n'est plus dans le sang du tout. Charge virale négative, ce qui veut dire qu'il ne transmet plus et qu'il va pouvoir vivre avec cette maladie. Comme les diabétiques, comme les... Pendant des décennies. Des hypertendus, maladie chronique. Vraiment. Hier, je lisais l'interview de l'un des activistes français dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le fondateur d'une association très, très activiste, ACT UP, en France, qui a mené des actions d'éclat pour imposer justement les malades et leurs paroles. Et avec Aide en France, et nous, ici, à notre niveau, ACLS. nous avons, à la LCS, nous avons estimé effectivement qu'il fallait d'abord que ce patient, pour qu'il soit observant, il fallait qu'il sache ce qu'il a. Parce qu'il arrive chez nous, on lui dit « tu as une maladie qui va te tuer ». Il y a des personnes qui considéraient qu'elles allaient fatalement mourir dans les mois qui suivent. Non. Il y a des tragédies évitables. Évitables, vraiment. Non. Vous avez, madame, monsieur, une infection virale. Vous n'avez pas à être culpabilisé de l'avoir, quel que soit le mode de transmission. Vous n'avez pas à être culpabilisé. C'est une maladie comme les autres. Et cette maladie, vous allez pouvoir vous battre contre elle. Et pour vous battre contre elle, vous allez renforcer vos défenses grâce aux antirétroviraux. Et bien pour expliquer tout ça, bien sûr, c'est le rôle du médecin. Mais le médecin n'a pas le temps de passer des heures et des heures avec le patient. D'où l'idée d'avoir des personnes qu'on a appelées médiateurs thérapeutiques qui vont se charger de faire vraiment une leçon. Voilà ce que c'est le virus, voilà comment il pénètre, voilà comment on le traite, voilà. Et tout le monde est capable de comprendre. Tout le monde. Et mieux que ça, nous n'avons pas, comme en France, pris des infirmières pour le faire. Parce que nous n'avons pas assez d'infirmières, d'ailleurs en France non plus maintenant. Oui, maintenant, il y a aussi une pénurie. Nous avons pris des personnes, certaines qui elles-mêmes étaient séropositives, d'autres qui appartiennent à des populations les plus exposées, d'autres parce qu'elles sont motivées par Et toutes ces personnes ont fait l'information. On les a formées. Vous les avez formées pour qu'elles informent. Pour qu'elles informent. Et le patient, elles ont 3-4 séances avec lui. Ils peuvent revenir à elle, je dis elle parce que c'est essentiellement des femmes, quand elles veulent. Et quand la médiatrice estime que cette personne a un problème psychologique, qu'elle ne peut pas dépasser toute seule, bien, elle est référée à la psychologue. Et tout ça,
Ça s'appelle une prise en charge. Je suis désolée, le ministère de la Santé au Maroc a fait énormément pour l'infection à VIH. Nous l'avons. C'est important de le noter. Je l'ai introduit dans le service maladies infectieuses, mais c'est grâce au ministère de la Santé que tous les Marocains ont eu accès à ce traitement dès 2004. Et nous étions parmi les... Non, dès 2000, les premiers cas, une centaine de cas, et puis ensuite généralisation vers 2002, parmi les premiers pays africains à généraliser. Mais le ministère de la Santé... J'avais vu le ministre, il dit, mais madame, mais moi je n'ai pas de budget pour une psychologue dans un service de maladies infectieuses. Je n'ai pas de budget pour des médiatrices thérapeutiques. Elles n'existent pas dans l'organigramme de mon ministère. Mais il a fallu aller chercher l'argent ailleurs. Il a fallu aller le mendier. Heureusement, il y a eu un fonds, peut-être qu'on en reparlera parce que j'en étais membre pendant des années, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Oui. Financé par les pays riches pour financer la lutte contre le sida et le traitement dans les pays pauvres. Voilà, ça c'est effectivement essentiel, tout cet environnement de la médecine, parce qu'on a parfois tendance à la réduire, comme je le disais tout à l'heure, à une forme de technicité et de traitement, et c'est tout cet environnement qui est majeur. Mais précisément sur la perception du sida, comme sur la perception du cancer pendant longtemps, comme sur la perception de la tuberculose autrefois, ça n'aide pas quand on les voit comme un mal. Quand on les voit comme un mal qui advient à quelqu'un, vous avez parlé de culpabilité, et donc il y a une forme de discrimination, de stigmatisation, et l'idée qui est majeure, c'est de montrer par tout le travail de prise en charge que vous avez si bien décrit qu'il y a la possibilité d'avoir un regard sur la maladie sans que ce soit un mal. Et ça, c'est un gain énorme et un gain de tous les jours parce que la fragilité, la vulnérabilité des personnes atteintes de telle ou telle maladie leur fait parfois advenir l'idée que, ma foi, elles y sont pour quelque chose. Et vous l'avez répété à plusieurs reprises, les malades ne sont pas à même d'être culpabilisés des maladies qu'ils ont. Alors, donc, la médiatrice, le médecin qui est formé, là, c'est vis-à-vis du patient lui-même qu'on s'adresse. Mais il y a aussi l'opinion publique. Et notre association a fait énormément. Dans notre pays, nous avons mené de nombreuses campagnes de plaidoyer, justement pour dire il est inadmissible de stigmatiser une personne parce qu'elle est malade. On ne choisit pas d'être malade, peu importe comment on l'a attrapé. Celui qui l'a attrapé par transfusion les premières années mérite la même estime que celui qui l'a attrapé par une relation sexuelle. Et on était arrivé à des aberrations. Une jeune femme contaminée par son époux, c'était le premier homme avec qui elle avait des relations et le dernier, a été exclue par sa belle famille. Elle a été mise à la porte. C'est terrible. Mise à la rue par sa belle famille. Donc il a fallu des campagnes de communication, de plaidoyer, et le SIDAction Maroc. Le terme vient de SIDAction, oui. Lancé par l'association SIDAction avec Pierre Berger en France, grâce aux télévisions, grâce à tous les médias que je remercie. Les supports médiatiques. Je me tourne vers eux, je les remercie tous. Oui. L'émission a lieu sur 2M, mais ils nous apportent tous leur aide, tous les 2 ans. Nous avons droit à une campagne pendant 15 jours, 3 semaines, où nous parlons de l'infection à VIH sur tous les médias. Et ça, je pense que ça a changé un petit peu le regard. Parce que devrais-je vous dire que nous arrivons au terme de notre émission? C'est terrible. Alors, il nous reste juste à conclure quand même pendant 1 minute pour faire le lien avec ce que vous venez de dire. Et c'est magnifique, votre verve, votre militantisme pour une médecine pour tous et l'accès précisément à la prévention et aux soins. Juste sur ce point-là, vous avez été avec votre association l'une des premières à souligner l'importance de l'écoute dispensée aux patients. Peut-être juste, mais vraiment 1 minute avant de conclure complètement sur cette écoute des patients. Écoutez, l'écoute des patients s'impose toujours. Toujours. On doit écouter le patient. C'est lui qui va nous aider à faire le diagnostic.
Et le patient n'est pas un organe. Il va venir se plaindre d'un organe, d'une maladie qui touche 1 ou 2 organes. Mais c'est une personne d'abord. Et il faut la prendre vraiment dans sa globalité. Il faut l'écouter, il faut l'estimer, il faut la respecter, cette personne. Et encore plus en matière de sida. Parce que si on ne lui accorde pas cette écoute, si elle est stigmatisée, et malheureusement, on a eu des stigmatisations aussi dans le milieu médical, infiniment moins aujourd'hui, pratiquement plus, mais on en a eu. Comment veut-on combattre une épidémie si le personnel médical stigmatise, la personne ne s'adressera pas à lui. Donc la LCS a créé les conditions de ce respect et elle se bat pour le droit des patients. Merci beaucoup. Vous avez prononcé un mot très important, le droit des patients. Ça va au-delà de la déontologie médicale. Il s'agit de droit. Merci beaucoup. Merci on soigne des maladies, mais on soigne aussi des malades. Grande leçon. Merci, chères téléspectatrices. Merci, chers téléspectateurs. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.